PVC. Plateau virtuel club. Plateau Vivacité. club. Une émission de théâtre consacrée à la fabrique du sens. Une pièce de théâtre, un auteur, une œuvre. Une pièce, un auteur de théâtre, une œuvre. Bonjour et bienvenue dans PVC. Aujourd'hui, nous accueillons Philippe Malone dans les locaux de l'ENSAD. Bonjour Philippe. Bonjour. Et Sabine Chevalier, directrice des éditions Espace 34. Bonjour Sabine. Bonjour Marie. Nous allons parler de Sweetie. Sweetie est un monologue, se présente comme étant le long monologue d'une mère qui parle de ses enfants. C'est un monologue paranoïaque, proliférant, et qui petit à petit instille le doute quant à la nature des rapports que peuvent avoir cette mère avec ses enfants. C'est aussi, il me semble, une métaphore politique, et c'est aussi un texte que j'ai voulu plutôt féroce et j'espère avec de l'humour. N'est-ce pas un bourdonnement, Sweetie ? Un léger bourdonnement qui depuis quelques jours enfle et se répand. Une vibration tenace, un grondement sourd qui par ondes incessantes emplit tout l'espace, une vague fiévreuse au ressac agité. Ça dérègle les jours, Sweetie. Détraque les nuits, défait l'ordre des heures, sape la mécanique du temps, mue chaque seconde en siècle, chaque siècle en éternité et l'éternité en folle crispation. Ce bourdonnement, l'entends-tu ? Tapis dans les murs, guidé par les plaintes, amplifié par la brique, des parois presque fines, des cloisons comme des pots. L'entends-tu, Sweetie ? On dirait que les murs vibrent, ils palpitent avec le bourdonnement, ils ondulent sous cape, Sweetie. Un fourmillement sous l'écorce, ça agace les tympans, irrite jusqu'aux yeux, comme si provoquer l'ouïe ne suffisait pas, Sweetie. Ça bourdonne aussi pour l'œil. Tu ne vois donc rien ? Ne l'entends pas gronder comme un essaim, il cogne et tente par tous les moyens de s'infiltrer, une nappe envahissante, un essaim au galop. Il éperonne les flancs, pique les joues, broie les tempes, Sweetie, envahit nos tréfonds. Cette irritation quand même, cette lente intrusion de secondes devenues siècles, suis-je donc seul à en souffrir ? T'emplit-il les oreilles et les yeux comme il pollue les miens, Sweetie ? D'inflammation et de tic, ou bien ton indifférence réfractaire au monde, assez hoquet tapageur, t'aveugle et t'assourdit, Sweetie, ma Sweetie. Oh, et tu réponds, Sweetie ? Philippe Sweetie, qui donne le titre donc de cette nouvelle pièce. Qui est vraiment ce personnage ? Eh bien, je l'ignore. J'ignore qui est Sweetie. Il y a eu des images produites lors de l'écriture. Mais je ne sais pas, Sweetie est juste une adresse qui est finalement le prétexte au monologue de ce personnage, qui lui n'est pas nommé. Et c'est un personnage ou une image ou un reflet qui est le réceptacle de toutes ces paroles. Peut-être que ça peut être aussi l'auditeur, l'auditrice ou spectatrice, spectateur. Une façon d'éviter l'adresse directe au public, peut-être ? Ou d'englober finalement peut-être aussi le public sous ce titre ou ce nom générique de Sweetie. Parce que Sweetie rappelle quand même la douceur. Tout à fait. Ça permet peut-être une parole plus intime. Même si elle est violente, cette parole. Oui. C'est vrai que ça instaure immédiatement une intimité et qui est propice à l'exercice de cette parole-là. Tout à fait.
C'est-à-dire que c'est pas une adresse générale, c'est quand même très ciblé, avec un rapport d'intimité, qui est toujours interrogé d'ailleurs dans le texte, à ce personnage-là. Alors le texte s'organise comme une partition pour hommes et une partition pour femmes. À quoi va ressembler le livre? Alors c'est une question fort débattue, pas totalement tranchée mais presque. L'idée étant que le livre, quelle que soit la face sur laquelle il repose, est une couverture semblable. Sweetie avec une image qui a été travaillée par Philippe, qui était aussi photographe, il en parlera peut-être. Et quel que soit l'abord du livre, on tombera sur ce texte Sweetie, donc soit sur la parole de l'homme, soit sur la parole de la femme, qui sera le même livre, tête bêche. Il n'y a pas de quatrième de couverture, en fait. Il n'y aura donc pas de quatrième de couverture, et il y aura peut-être, cela reste à discuter, lorsque les textes se rejoignent à l'intérieur, un élément à inventer ou pas, pour faire la jonction, le lien entre les deux versions. Entre ces deux versions d'ailleurs, pour hommes et pour femmes, c'est le même texte, mis à part l'identité de sexe du locuteur, et de Sweetie aussi, hein, qui devient mon Sweetie dans la version homme et ma Sweetie dans la version femme. Lequel s'est écrit en premier? Est-ce que c'est la parole de la femme qui ensuite a prêté sa voix à l'homme ou le contraire? Oui, Sweetie a toujours été une femme. On parlait du politique. Donc je vais rebondir un petit peu sur cette idée du politique, et pour ça je vais citer, je dirais comme d'habitude, Heiner Müller, qui disait que la question n'était pas tant d'écrire du théâtre politique, mais comment faire politiquement du théâtre. C'est-à-dire en gros comment on pouvait travailler esthétiquement aussi cette question-là. Le but n'est pas de rapporter du propos ou de faire de la politique, mais de voir comment le politique peut devenir un enjeu artistique ou littéraire. Donc moi, je m'abrite derrière cette phrase-là, qui était une phrase d'ailleurs qui était donnée par Godard à propos du cinéma, et qui est comment transformer ça en esthétique, et là en l'occurrence, comment travailler une parole de l'intérieur, et comment en faire une esthétique, comment littérairement la travailler pour donner quelque chose. Donc l'enjeu, en tout cas moi, de mon écriture, c'est vraiment un travail toujours et systématiquement sur la langue, et un travail que je veux politique sur la langue. Sweetie, en fait, a un long parcours d'élaboration, puisqu'il a mis 3 ans à être écrit, avec énormément de retravail successifs. Je voulais, au départ, effectivement, c'est une femme qui part, mais j'étais parti sur une figure un petit peu dictatoriale, et pour casser justement l'image dictatoriale classique qu'on pouvait avoir, j'ai pas voulu prendre un homme, mais j'ai voulu prendre une femme, à qui j'attribuais, on peut dire, presque des éléments virilistes, où j'associais en tout cas un univers viriliste. Petit à petit aussi, cette femme-là parlait du peuple, et finalement je me suis dit que c'était ridicule parce que ça collait trop à une réalité. Je risquais de tomber dans des travers d'actualité aussi qui m'intéressaient pas. Donc j'ai commencé à la faire parler de ses enfants, de la notion d'enfance ou d'infantilisation. En fait, tout ça c'est parti en fait d'interrogations politiques, et il y a eu plein de versions déjà au fur et à mesure sur ces 3 années-là, jusqu'à obtenir cette femme qui parle de ses enfants. Donc en fait, je suis parti vraiment là-dessus. Et ça a donné cette femme parlant aujourd'hui de ses enfants. Et c'est ça qui a servi de matrice, effectivement, à la version homme, qui est en fait exactement la même version, sauf que, comment dire, le principe d'énonciation n'est plus le même, et donc il nous semble en tout cas, après beaucoup de réflexions et beaucoup de discussions avec Sabine, qu'un même texte énoncé par 2 genres aujourd'hui même différents, même si effectivement cette question du genre est complètement débattue, on restait toujours sur des images complètement construites, masculines et féminines, et notamment d'ailleurs sur cette question de pouvoir-là, et que ça produisait des images différentes. En fait, il n'y a pas de travail, on va dire, littéraire entre le passage du féminin au masculin, mais il y a une proposition, là encore, qui serait politique,
d'énonciations différentes et de réceptions différentes. Parce qu'en fait, quand on le lit selon qu'on sait si c'est un homme ou une femme qui parle, qui monologue, on ne le reçoit pas du tout de la même manière. Sweetie, dans la version femme, on pense assez rapidement à Médée aussi, vu le rapport aux enfants. Enfin, on a des images, effectivement, de mères qui sont de vieilles images, hein, qui nous dépassent, qui se mettent assez facilement en place et qui ne sont effectivement pas celles qui sautent à l'esprit quand on a la version masculine. Effectivement, on se trimballe tous nos archétypes. Ça ne mobilise pas du tout le même imaginaire et le même bagage culturel, bien sûr. Oui, tout à fait. Et c'est là où je trouvais que c'était très intéressant, cette proposition dans un même livre, sans pointer du doigt un genre supérieur à un autre, mais que ce soit ou le hasard ou l'intuition, je ne sais, qui fasse que l'on commence par lire le livre d'un côté ou de l'autre. Oui, parce que si on commence par l'un des personnages, effectivement, on a une image qui va émerger et impacter sur l'autre locuteur de l'autre sexe. Oui, tout à fait. Et ce que vous disiez sur l'archétype est intéressant parce que justement, assez rapidement aussi, je me suis rendu compte, bien évidemment, que lorsque la locutrice, lorsque c'est une locutrice et qui parle de ses enfants, on tombe malgré soi dans une forme archétypale et de réception du texte qui, moi, m'a un petit peu gêné aussi, parce qu'en fait, je voulais obtenir une figure et que cette figure-là, finalement, était prise elle-même dans un archétype d'une mère et de ses enfants. Et donc, la sortie possible, c'était comment lutter contre cette forme archétypale même de réception. Et on en a discuté, donc, à un moment donné, je voulais écrire aussi un livre pour expliquer tout ce cheminement-là. Et là où je finissais par buter, c'est sur les formes archétypales que ça déployait et qui pouvait amener à une réception particulière aussi du texte. Et donc, on a décidé d'en faire une version masculine, justement, qui interroge du coup les formes archétypales à la fois d'énonciation et de réception. Par peur, sans doute aussi, de ces archétypes, parce qu'effectivement, une mère qui parle de ses enfants, on retombe sur des formes archétypales, même si elle en parle quand même d'une manière un petit peu particulière. Même si elle en parle d'une manière particulière, et même si visiblement la première idée c'était de parler de la notion de peuple. Exactement. Et d'infantilisation avec une idée de pouvoir plutôt masculin. Exactement. En fait, c'est ça. Mais c'est très étrange, en fait, c'est que d'abord j'étais parti sur la figure du dictateur et du peuple. Petit à petit, je suis arrivé pour dépouiller la forme archétypale du dictateur, j'ai décidé d'en faire une dictatrice. Et pour dépouiller l'image archétypale aussi du peuple, j'ai décidé de reprendre cette notion d'infantilisation, donc d'enfance et donc d'enfant. Et en inversant ces deux propositions, je me retrouve avec la forme archétypale d'une mère et de ses enfants. Ouais. Mais ça, je l'ai découvert trop tard. L'intérieur. Bien sûr, l'intérieur. Comment n'y avoir pas pensé plus tôt ? Comment avoir pu imaginer que mes tendres, mes doux, mes merveilleux enfants puissent spontanément bourdonner, céder à la tristesse de l'indocilité et crier et rire dans notre beau jardin au mépris de toutes ces années de bonne éducation. Comment avoir pu imaginer que ces gorges claires... C'est bien, c'est vraiment un texte génial. Il faut déjà rien que sur la phrase, il faudrait trouver comme comme la direction de la phrase. Tu peux te dire, tu peux marcher peut-être par exemple. Il faut voir comment tu fais, comment tu circules avec le texte. Mais l'idée lui vient. Elle découvre que le problème en fait c'est l'intérieur, comme une évidence. Elle n'avait pas pensé à ça. L'intérieur, bien sûr. L'intérieur, comment n'y avoir pas pensé plus tôt? Comment avoir pu imaginer que mes tendres, mes doux, mes merveilleux enfants puissent spontanément bourdonner? Parce qu'elle a entendu des bourdonnements, elle écrit, ça bourdonne dehors.
ses enfants bourdonnent tout d'un coup. Elle comprend. Il y a une chose qui s'éclaire. C'est tout de suite, elle comprend là, quoi. Oui, par le mot. C'est comme elle trouve le mot, l'intérieur. Ouais. L'intérieur. Bien sûr, l'intérieur. Comment n'y avoir pas pensé plus tôt? Comment avoir pu imaginer que mes tendres, mes doux, mes merveilleux enfants puissent spontanément bourdonner, céder à la tristesse de l'indocilité et crier? C'est ça. Mais c'est ça. C'est un texte, c'est un grand texte pour les acteurs et les actrices. Oui. Parce qu'il faut que tu l'amplifies, c'est ça. C'est cette première direction-là, mais amplifie-le. Tu vois? Intérieur. Même le mot, comme si rieur, l'intérieur, bien sûr, l'intérieur. Pas comme moi, mais pour l'élargir, comment il y a plutôt mes tendres, mes doux, mes merveilleux enfants puissent spontanément bourdonner. Même le mot bourdonner, c'est comme un mot insupportable pour elle. Et là, j'ai l'impression de chanter trop grave, quoi. Enfin, mais quelquefois, on peut passer en faisant les choses comme ça, en chantant. On a l'impression que c'est artificiel. Et puis ça va se constituer au fur et à mesure. Mais tu peux le prendre d'une manière artificielle. Dominique Valadier, elle disait qu'elle ne savait pas faire les vers, les alexandrins. Elle demandait à sa camarade Nada Strankar de lui faire la musique. Et elle faisait la musique. oui. Tu vois? Et ça s'est constitué au fur et à mesure. C'est-à-dire, t'embarrasse pas de ça, cherche dans le mouvement. L'intérieur. Bien sûr, à l'intérieur. Comment n'y avoir pas pensé plus tôt? Comment avoir pu imaginer que mes tendres, mes doux, mes merveilleux enfants puissent spontanément bourdonner, céder à la... Je fais n'importe quoi. Non, ça va. Respire bien dedans. C'est-à-dire, comment dire, prends-les comme un mouvement, mais comment dire, lâche-les en fait. Ne réfléchis pas. L'intérieur! Amplifie-le pour voir. Bien sûr, l'intérieur! Et si ça s'arrête, ça s'arrête. Mais tu relanceras le sens au fur et à mesure. Ok. Ne doute pas, en fait. Amuse-toi. Comme si vraiment elle avait trouvé une... Si tu veux, c'est l'idée qui lui vient. L'intérieur! Ah, mais bien sûr, l'intérieur! Je suis bête, pourquoi j'y ai pas pensé? Comme si le mot lui tombait dessus, si tu veux. L'intérieur. Ah, mais oui. L'intérieur. Bien sûr, l'intérieur. Comment n'y avoir pas pensé plus tôt? Comment avoir pu imaginer que mes tendres, mes doux, mes merveilleux enfants puissent spontanément bourdonner, céder à la tristesse de l'indocilité et crier et rire dans notre beau jardin au mépris de toutes ces années de bonne éducation? Comment avoir pu imaginer que ces gorges claires dont les gazouillis berçaient nos nuits, sweetie, dont les hymnes à l'amour maternel résonnent encore dans la maison, dont la beauté des poèmes cribouillés par leurs petites mains ingrates ornent massivement les allées du jardin? Mon visage si joliment mis en lumière? Entends mes chéris, sweetie. Essaye, Maya, d'enlever un état. Ouais. D'être très froide.
Ok. Ouais, de le dire d'une manière très froide. Pour voir. L'intérieur. Bien sûr, l'intérieur. Comment n'y avoir pas pensé plus tôt? Comment avoir pu imaginer que mes tendres, mes doux, mes merveilleux enfants puissent spontanément bourdonner, céder à la tristesse de l'indocilité et crier et rire dans notre beau jardin au mépris de toutes ces années de bonne éducation? Sans, c'est ça, mais sans, encore plus froid, mais sans tristesse. Il y a une chose très, très, oui, froide pour voir. Il faut trouver, il y a un endroit à trouver. L'intérieur. Bien sûr. L'intérieur. Comment n'y avoir pas pensé plus tôt? Oui, sans qu'elle doute, sans le doute, sans aucun doute. Essaye par exemple si tu mets des points à chaque fois. Ok. Tu vois? Comme un... L'intérieur, bien sûr, l'intérieur. Oui. Intérieur, bien sûr, l'intérieur. Comment n'y avoir pas pensé plus tôt? Comme si elle mettait en place une tactique. Tu vois? Que c'était une femme politique qui mettait en place une tactique. Ou que c'était un discours public. Et elle vient dire la tactique. Tu vois? L'ordonnance, le plan. Très froid, très mécanique presque. Très, voilà. L'intérieur. Bien sûr, l'intérieur. Comment n'y avoir pas pensé plus tôt? Comment avoir pu imaginer que mes tendres, mes doux, mes merveilleux enfants puissent spontanément bourdonner, céder à la tristesse de l'indocilité et crier et rire dans notre beau jardin. C'est ça? Ne doute pas dedans. C'est cette voie-là. Comment avoir... Si tu veux, c'est Lady Macbeth. Il y a une colère, il y a une rage à l'intérieur très éloignée qu'elle tient. Comment avoir pu imaginer que mes tendres, mes doux, mes merveilleux enfants puissent spontanément bourdonner? Que ce mot-là soit possible. Tu vois? Céder à la tristesse de l'indocilité, un autre mot, et crier, et rire dans notre beau jardin. Tu vois? Comme si tout était, il y avait des points à chaque fois. Au mépris de toutes ces années de bonne éducation. Tu vois? Tout est froid. Tout est, si tu veux, d'essayer dans le travail d'une chose implacable qui commence à apparaître là. C'est un grand texte sur le langage. Elle détruit d'une certaine manière le langage et là elle s'occupe du mot intérieur. L'intérieur. Bien sûr, l'intérieur. Comment n'y avoir pas pensé plus tôt? Comment avoir pu imaginer que mes tendres, mes doux, mes merveilleux enfants puissent spontanément bourdonner,
céder à la tristesse de l'indocilité et crier et rire dans notre beau jardin. Là, c'était bien jusqu'à toutes ces années de bonne éducation. Et c'est très bien quand tu réattaques. Comment avoir pu imaginer que ces gorges claires, tous les mots, tu vois, dont les gazouillis berçaient nos nuits, mais un temps, Sweetie, elle l'appelle presque, pour voir. Dont les hymnes à l'amour maternel résonnent encore dans la maison. La maison, c'est très concret. Dont la beauté des poèmes gribouillés par leurs petites mains, c'est des toutes petites mains de bébé, ingrates, ornent massivement les allées du jardin. Mon visage, c'est la gloire de son visage, tu vois, sur l'amour d'elle-même. Tu as le temps jusque-là. Ne doute pas dedans. Là, tu tenais un fil. Reprenons au début. Dis-toi, tu peux te dire qu'il y a une haine des mots. L'intérieur. L'intérieur. Bien sûr, l'intérieur. Comment n'y avoir pas pensé plus tôt? Comment avoir pu imaginer que mes tendres... Je vais recommencer. Mais qu'est-ce que tu te dis? Quel est ton problème? Ou ton doute? J'y crois pas, je crois pas ce que je dis. Mais il ne s'agit pas d'y croire. Il ne s'agit pas d'y croire. C'est pas ça. Il n'y a pas d'état. Tu n'as pas à chercher un état ou à croire à quelque chose. Il faut juste que tu t'occupes des mots. Tu vois, d'abord. Comme si c'était de la musique. L'intérieur. Bien sûr, l'intérieur. Tu vois? Il n'y a pas une chose à composer, si tu veux. C'est travailler la matière. Ne t'embarrasse pas d'y croire ou pas. C'est pas la question, en fait. Pour l'instant, c'est pas la question. Là, c'est le texte, la matière des mots. Nous, on va croire. C'est nous qui allons croire ce qu'on entend. Ou pas. L'intérieur. Bien sûr, l'intérieur. Comment n'y avoir pas pensé plus tôt? Comment avoir pu imaginer que mes tendres, mes doux, mes merveilleux enfants puissent spontanément bourdonner, céder à la tristesse de l'indocilité, crier et rire dans notre beau jardin, au mépris de toutes ces années de bonne éducation? Comment avoir pu imaginer que ces gorges claires dont les gazouillis perçaient nos nuits, Sweetie, dont les hymnes à l'amour maternel résonnent encore dans la maison, dont la beauté des poèmes cribouillés par leurs petites mains ingrates ornent massivement les allées du jardin. Mon visage si joliment mis en lumière. Comment avoir pu croire que ces chants puissent devenir piaillements, puis rire, enfin cri de leur propre chef, Sweetie? Alors le texte s'établit comme une longue phrase. J'ai l'impression que c'est un seul souffle, c'est une longue phrase. Les passages, enfin il est paragraphé par des slash, mais qui commence immédiatement par une lettre en minuscule, hein, pas par une majuscule, donc il ne joue pas la fonction de point. Donc ce grand souffle-là
a priori, ne ressemble pas au geste de l'écriture, peut-être, si ça a mis 3 ans à s'écrire. J'en avais l'impression, en tout cas, à la lecture du texte, que ça s'était écrit très vite. Enfin, ça s'est écrit par à-coups. Et ça a mis beaucoup de temps à s'écrire parce qu'en fait je manquais simplement un peu de temps, ce qui n'a pas été simple de réunifier justement en un seul souffle. Le principe effectivement de ce texte, c'est une phrase qui enfle au fur et à mesure, et en fait plus qu'une phrase, c'est d'entrer dans la tête et dans une logique de discours paranoïaque. Donc ça veut dire un discours qui est proliférant, où peu à peu le sens se fabrique et où finalement, comme dans la logique paranoïaque, tout finit par faire sens. C'est le principe de la paranoïa, c'est un principe d'extrême logique où tout, à un moment donné, fait sens contre soi. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Ça commence effectivement lentement, avec un souffle une phrase qui enfle petit à petit, qui est un principe que j'avais utilisé, que j'ai repris aussi de Crash, par ailleurs un texte précédent avec une phrase qui enfle aussi. Donc là, j'ai repris un petit peu ce même principe d'une phrase qui enfle, et avec à l'intérieur, ce que je voulais faire aussi, c'était l'établissement d'un vocabulaire et d'un lexique très particulier. Ce qui m'intéressait, c'est de tenter d'inventer aussi une langue, qui est une langue qui peut être très douce, très euphémisée, avec une invention langagière à l'intérieur, qui justement, il me semble, produit de l'humour d'ailleurs à l'intérieur de ce texte. Donc, invention d'une langue, et avec une logique paranoïaque où petit à petit, tout finit par faire sens et tout se met en place pour devenir monstrueuse à la fin, finalement. Et où il me semble qu'on rentre aussi tout doucement, c'est-à-dire qu'effectivement, au début, c'est une mère qui parle de ses enfants, et puis petit à petit, ça devient... Enfin, il me semble que voilà, il y a un fond qui émerge, qui dépasse simplement cette notion de l'enfance, de la mère et de ses enfants, pour devenir de plus en plus monstrueux. Par les voisins, notamment. Voilà, alors après, il y a le... glisse, voilà, tout. Moi, j'ai eu l'impression que ça glisse, ça glisse insidieusement, mais fermement. Et effectivement, ces voisins prennent une expansion incroyable. Disons que chaque mot, j'ai l'impression, ouvre une porte. Le mot voisin était un complément d'objet vaguement direct ou indirect dans une phrase. Et hop, c'est celui sur lequel on va rebondir et tout d'un coup, effectivement, nourrir la méfiance que l'on doit avoir sur ses voisins. Et beaucoup de mots, enfin, tout le texte rebondit de cette manière-là. C'est effectivement une écriture, me semble-t-il, de la paranoïa. Oui, complètement. Le but, c'était de rentrer dans une logique paranoïaque. Effectivement, le voisin, à un moment donné, va prendre énormément d'importance. Il y a le jardin, il y a le potager, les légumes. Les enfants ne se rassemblent pas. C'est pas des rassemblements d'enfants, mais c'est des bourdonnements les enfants vrombissent, voilà. Et puis petit à petit, tout finit par se mélanger à la fin dans une logique un petit peu hystérique, même s'il y a un vocabulaire qui tentait à chaque fois qui tente de rationaliser. De rationaliser et d'adoucir, mais c'est un adoucissement qui produit peu à peu l'inverse, parce que ça devient monstrueux. Ce bourdonnement sous l'écorce, donc, que vous citez au début du texte. Exactement. C'est quelqu'un qui prend le temps de dire des saletés. Tu vois ? N'as-tu pas remarqué à quel point les voisins sont nombreux ? Ah, une question vraiment... Oui, vraiment une question adressée. N'as-tu pas remarqué à quel point les voisins sont nombreux ? Et puis il va dérouler sa pensée. Ils sont massés derrière, tu vois, les clôtures. Tu n'as pas remarqué ? Mais tu as le temps d'une virgule à une autre, tout ça. C'est comme tout à l'heure. Enfin, son idée, là, il va développer l'idée des voisins. Les voisins. Toujours les voisins. Les mots proviennent du voisinage, on le sait. L'enfer, c'est le voisinage. Vous êtes tous d'accord. Insupportable quand même. Ça, une musique
La musique des voisins, ça, une musique. Yes. Ah, mais il a le temps de... Il est complètement dans le plaisir de dire ça, de dire des saletés, quoi. Et il s'adresse à Sweetie. C'est à Sweetie qui parle. Les voisins, Sweetie. C'est le problème. Les voisins. Les voisins. Toujours les voisins. Les mots proviennent du voisinage. L'enfer, c'est le voisinage. La promiscuité énonce des droits, ils en ignorent les devoirs. La proximité désinhibe. Il n'y a rien en ce monde de plus néfaste que les voisins. Tu vois, Philippe Malone, il agrandit son texte, là. Il n'y a rien de plus néfaste que les voisins. Enfin, il y a une chose qui s'agrandit dans la parole, qu'il faut affirmer. Mais il est, comment dire, il en est sûr. Et il l'adresse à quelqu'un. Il démontre, tu vois. Les voisins, toujours les voisins, quand même. Ça reste un problème mondial, quand même. Les voisins, c'est un vrai problème, ça, hein. Les voisins, toujours les voisins. Les mots proviennent du voisinage. L'enfer, c'est le voisinage. Mais affirme-le plus. Les mots proviennent du voisinage, que ce soit clair. Les voisins, toujours les voisins. Les mots proviennent du voisinage. L'enfer, c'est le voisinage. La promiscuité énonce des droits. Ils en ignorent les devoirs. La proximité désinhibe. Il n'y a rien en ce monde de plus néfaste que les voisins. Rien de plus subit que l'impudeur de cette relation. Les voisins manquent tant de discrétion, sous prétexte de promiscuité, nous devrions connaître ses habitudes, ses mœurs, souffrir son tempérament. Sous prétexte de promiscuité, nous devrions connaître ses habitudes, ses mœurs, souffrir son tempérament, sa famille, ses enfants, sa musique. Non mais ça va 2 minutes. Une musique, ça, tu vois, ça s'accumule. Sous prétexte qu'on est proche, on doit supporter et ça, et ça, et ça, etc. En dessous, si tu veux, il y a l'espace d'une rage aussi. Et il y a, comment dire, la promiscuité énonce des droits. Ils en ignorent les devoirs, en fait. On a des droits dans l'espace social, mais on a aussi quand même des devoirs. L'idée du voisinage, quand même, c'est une idée politique. C'est un homme politique. Tu as plus d'espace que ça encore. En fait, tu as plus de pouvoir que ça. Et comme un agacement, si tu veux, au départ, les voisins, toujours cette idée des voisins. On va nous rabâcher longtemps le crâne avec l'idée du voisin, là. Tout le problème, c'est le voisinage, en fait, hein, c'est l'enfer. C'est attraper cette pensée. Les voisins, toujours les voisins. Les mots proviennent du voisinage. L'enfer, c'est le voisinage. La promiscuité énonce des droits. Ils en ignorent les devoirs. La proximité désinhibe. Il n'y a rien en ce monde de plus néfaste que les voisins. Rien de plus subit que l'impudeur de cette relation. Les voisins manquent tant de discrétion. Sous prétexte de promiscuité, nous devrions connaître ses habitudes. Tu vas trop vite, Ivan. Ouais. Ok. Les voisins manquent tant de discrétion. Il y a une pensée, si tu veux, derrière le mot, derrière la phrase. Les voisins manquent tellement de discrétion. Si on pouvait remettre un peu d'ordre là-dedans, quand même, faire en sorte que les gens soient plus discrets et qu'il y ait de l'ordre, tu vois, en fait, la phrase, elle contient énormément. Pour ça, il faut prendre une grande ampleur pour la faire entendre. La haine derrière.
les voisins, toujours les voisins. Les mots proviennent du voisinage. L'enfer, c'est le voisinage. La promiscuité énonce des droits, ils en ignorent les devoirs. La proximité désinhibe. Il n'y a rien en ce monde. Pardon. Tu vois, on pourrait y passer c'est du temps. Parce que c'est tellement... c'est précis. C'est tellement précis, il y a une telle pensée derrière. La proximité désinhibe. Ces gens n'ont plus de censure, quand même. Tu vois? On est désinhibé quand on a bu de l'alcool. Là, c'est quand on est proche. Les voisins, le fait d'être proche, la promiscuité désinhibe, tout d'un coup. C'est quand même un sacré problème. Tu vois, dans la pensée de celui qui parle. Essaye, tu peux le faire d'une manière artificielle aussi. L'enfer, c'est le voisinage. Point. La vérité, c'est que l'enfer, c'est le voisinage. Tu vois, c'est une grande affirmation. Tu peux travailler comme ça aussi, tout affirmer. Les mots proviennent du voisinage, comme une chose, si tu veux, définitive. Tu vois, il dit des choses définitives. Les voisins, toujours les voisins. Les mots proviennent du voisinage. L'enfer, c'est le voisinage. La promiscuité énonce des droits. Ils en ignorent les devoirs. La proximité désinhibe. Il n'y a rien en ce monde de plus néfaste que les voisins. Rien de plus subit que l'impudeur de cette relation. Les voisins manquent tant de discrétion. Sous prétexte de promiscuité, nous devrions connaître ses habitudes, ses mœurs, souffrir son tempérament, sa famille, ses enfants, sa musique. Une musique, ça, une musique, jusqu'à l'odeur envahissante de sa transpiration. Tout voisin sue Sweetie. C'est une constante. Cela figure aussi en bonne place dans les ouvrages. Le voisin, cette ombre odorante qui n'en finit pas de grouiller, toujours plus menaçante aux portes du jardin. Cette ombre odorante qui n'en finit pas de grouiller, c'est le mépris qui n'en finit pas de grouiller. Toujours plus menaçante aux portes du jardin, toujours plus grondante, prenant son désenvrement, ces gens qui ne travaillent pas quand même, c'est un problème. Ils sont désinhibés, une musique, ils ne travaillent pas. Ces gens désœuvrés le long de la clôture, déplaçant les bornes de la propriété, quand par mégarde nous surveillons l'ombre d'autres voisins, parce qu'il y en a, ça pullule. C'est un problème ça, tu vois. C'est une ombre grouillante. Il faut se débarrasser de ces gens. Les migrants, tout ça, les voisins, quoi. Non. Tu vois, c'est tout le mépris de ça. Yes. Qui avance. Tu peux l'élargir plus. Reprends là le voisin, cette ombre odorante. Le voisin, cette ombre odorante qui n'en finit pas de grouiller, toujours plus menaçante aux portes du jardin, toujours plus grondante, traînant son désœuvrement le long de la clôture, déplaçant les bornes de la propriété, quand par mégarde nous surveillons l'ombre d'autres voisins, des voisins toujours plus nombreux. N'as-tu pas remarqué à quel point les voisins sont nombreux? Massés derrière notre clôture, à nous observer, ils se multiplient, croissés et multipliés. Se défendent-ils? Vous en surveillez un, 10 nouvelles têtes surgissent. Les voisins adorent les clôtures. C'est idiot, mais c'est comme ça. Plus vous en élevez, plus il y a des voisins. Rien d'autre à faire que pulluler et s'épanouir sur nos grilles. Des grilles
Des grilles qu'il n'irait Rien pas... d'autre à faire que pulluler, s'épanouir sous nos grilles. La saleté, des grilles qu'ils n'iraient pas construire eux-mêmes. Eux n'ont rien à craindre, ils sont trop nombreux. Alors que nous, Sweetie, nous travaillons. Enfin, c'est dans l'autorité de la voix qu'il faudrait quasiment presque, on peut essayer que tu ne la lâches pas, que tu fasses monter, mais que tu ne lâches pas. Rien d'autre à faire que pulluler et s'épanouir sous nos grilles. Des grilles qu'ils n'iraient pas construire eux-mêmes. Eux n'ont rien à craindre. Ils sont trop nombreux. C'est-à-dire l'idée à l'intérieur de ça, des grilles qu'ils n'iraient pas construire eux-mêmes. Hein. L'idée ne leur viendrait pas quand même. Non. Tu vois, après, c'est toute la subtilité, c'est là où il y a du... Mais c'est un grand travail, encore une fois, de repérer à chaque fois quelle est toute la subtilité de la pensée derrière les phrases. Rien que là-dessus, il y a des heures de travail. Rien d'autre à faire que pulluler, s'épanouir sous nos grilles. Des grilles qu'ils n'iraient pas construire eux-mêmes. Parenthèse. Eux n'ont rien à craindre. Ils sont trop nombreux. Alors que nous, Sweetie, nous avons construit les grilles. On a eu l'idée, on n'a pas attendu qu'on nous donne l'idée. Réessayons ça, rien d'autre à faire que pulluler. Rien d'autre à faire que pulluler. Le principe de Sweetie, qui a été assez jubilatoire quand même à écrire, même s'il a été entrecoupé, c'est qu'il y a une mécanique interne. Alors, j'ai parlé de la mécanique paranoïaque, mais il y a une logique de langue aussi qui produit elle-même des images. Et une fois que j'arrivais à m'installer ou me réinstaller à l'intérieur, je dirais presque que je suivais d'une certaine manière cette logique-là et ce principe de prolifération dans l'écriture. Et je regardais finalement presque après coup les images que ça produisait. Et donc ça, c'était très intéressant. Donc effectivement, je peux passer quand la locutrice commence à parler et qu'elle parle de Louis, que finalement, je suis un cheminement, ça passe par l'œil, ça passe par le corps, ça, voilà, et tout ça sont des principes d'écriture ou de moteur d'écriture qui généraient eux-mêmes leurs propres images. Il y a eu plein d'accidents quand même dans Sweetie. Je ne savais pas forcément de quoi j'allais parler au fur et à mesure, mais cette logique de dissémination ou de prolifération par proximité, par sensation, par peur, a amené à fabriquer des images qui n'étaient pas forcément voulues. Mais c'est vraiment dans le principe d'écriture là. Il y a eu un principe et une mécanique d'écriture très très forte qui a été mis en place et qui a servi pour toute la durée de l'écriture du texte. C'est-à-dire sur 3 ans. Le but était de rentrer dans cette logique-là. Et une fois que j'étais installé à l'intérieur, je pouvais aller absolument partout, ça filait, en fait. Jusqu'à devenir un petit peu compliqué, même parfois à suivre, y compris pour Sabine, qui m'a aidé à retravailler. Après, parce que justement, ça pouvait à un moment donné proliférer trop. Et parce que installer à l'intérieur de cette pensée-là et de ce principe-là d'écriture, on peut aller très très loin en fait. C'est infini parce que c'est paranoïaque. Oui, si chaque mot ouvre une porte. Voilà, effectivement, ce que vous disiez, chaque mot ouvre une porte, donc après les voisins, on peut en trouver d'autres. Voilà, on peut trouver. Il y avait moyen d'aller absolument partout. Je voulais vraiment que chaque digression soit sur une page. On commence, on finit. On repart, on finit, on tourne, on repart, on finit. Et petit à petit, après, il n'y a plus que du gris finalement, on continue. Mais ça, c'était vraiment une volonté. C'est vrai que si ça n'avait pas pu être respecté, ça perdait son sens. Ah oui, non, tu pouvais, c'est toujours faisable, après, pour que ce soit faisable, avec un voilà, rendu c'est-à-dire il y a agréable. presque le même nombre de caractères par page et chaque idée se développe sur un tableau qui fait exactement, pratiquement le même nombre de caractères. Donc ça, c'était vraiment un choix, en tout cas sur la première partie nécessaire. C'était le principe même d'écriture. Et ça n'aurait pas pu basculer sur 2 lignes. Enfin, c'est pas. Ah non, c'était pas. Pour moi, c'était vraiment on change de page. Effectivement, c'était presque passer d'une photo à l'autre ou d'un tableau à l'autre. C'est ça. Oui. Parce que finalement, on peut presque les sortir après. Donc là, il y a une avancée à l'intérieur, mais on peut presque les sortir, les pages. Et chaque page est une digression. Une digression paranoïaque sur un truc. Sauf qu'à l'intérieur, il y a quand même une avancée, puisque la notion d'enfance arrive petit à petit, parce que petit
petit à petit, ça se construit derrière. Mais chaque page, en fait, est presque autonome. Ce qui rendait extrêmement difficile, d'ailleurs, l'écriture ou le retravail sur les textes. Parce que dès que j'avais une idée, parce que ça produisait une idée, je ne pouvais plus la mettre. Et oui. Parce que comme je terminais sur un mot et que je le reprenais après, si j'avais une idée, il fallait que je l'insère en terminant sur le mot qui était déjà écrit et sur l'autre qui était déjà prévu. Ouais. Et il fallait que j'écrive une page. Je ne pouvais pas rajouter... Impossible de rajouter 4 lignes. Voilà. Ou même couper. Quand on me demande de couper, c'est l'enfer. Je ne peux pas le couper. Et il n'est pas coupable parce que je ne peux pas dire, bah, tiens, j'enlève cette digression parce que cette digression est placée pile à la fin de l'ancienne et juste avant la nouvelle. Donc si j'enlève, ça veut dire tout réécrire. Ou alors tout réduire de moitié à l'intérieur. Pour garder ces équivalences, ce principe d'équivalence. Non, c'est chiant ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, je l'ai lâché parce que je ne pouvais plus. Parce que dès que je me disais, ah ben tiens, ça c'est super, ah ben non, je peux pas. Donc, j'ai laissé tomber ce truc parce que donc il fallait en sortir. Il fallait en sortir parce que ça devenait plus possible d'écrire là-dedans. Ce qui était jubilatoire au début, parce que j'écrivais de temps en temps. Comme ça, donc dès que j'avais une nouvelle idée, c'était bien. Puis après, dès que j'ai commencé à les coordonner et tout, c'est devenu une consigne vraiment qui s'est transformée en contrainte. Mais du coup, en fait, le fait que ça enfle et qu'ensuite ça déborde de la page, ça prend carrément du sens. Oui, mais complètement, parce que c'est comme si c'était contenu au début, puis après ça lâche. J'étais pas forcément plus simple. C'est ce que tu as écrit de toute façon là en commençant, il n'y a qu'à voir. Oui. On commence là, et puis déjà ça on commence, il y a tu vois, une là, ligne. Oui, mais là, la ligne elle est plus grande, t'as remarqué. Et là-haut, 2 lignes, donc tu le vois déjà là. Rien qu'en regardant rien, sans lire, tu le vois. Que ça enfle. Oui. Puis les digressions, après, dès qu'on comprend le principe, ça devient chiant aussi. Parce que, en fait, c'est quand même une remise un peu... Enfin, à chaque fois, on repart. C'est presque un bégaiement aussi, toutes les digressions. Donc à un moment donné, il faut quand même que ça se lâche parce que autrement on fait du surplace. En fait, ce principe-là impliquait aussi du surplace. C'était le démarrage. C'est un espèce de démarrage de la pensée qui digresse et qui au bout d'un moment, comme ça déborde de la page, ça déborde de la capacité de digression. Voilà, tout à fait. Et par contre, c'était un super moteur, parce que quand j'écrivais, il me suffisait d'avoir une idée, puis moi, je faisais mon truc complètement paranoïaque dedans, et puis hop, j'avais ma page, j'étais content. Donc, ça a été un moteur formidable, et puis jouissif, parce que je pouvais écrire sur n'importe quoi. La table prend sens dans une logique paranoïaque, le fait qu'elle soit... carré plutôt que ronde, ça peut devenir monstrueux et je peux écrire là-dessus. Donc c'est un principe qui est super. Bon, voilà, sauf qu'à un moment donné, si j'ai plus que ça et des empilements de digressions paranoïaques, c'est vite chiant pour tout le monde. Et en plus, je me suis rendu compte quand je l'ai vraiment repris l'année dernière, quand même, quand je suis arrivé en résidence à la Marelle, j'avais 60 pages de texte et pendant 3 semaines, je l'ai réduit parce que je me suis rendu compte qu'en gros, j'avais écrit pratiquement 60 fois la même chose. Et donc, je suis allé pour écrire, au bout de 3 semaines, j'étais passé de 60 à 20 pages. D'accord. Parce qu'en fait, j'avais tout le temps écrit la même chose. C'est pour ça que ça a duré un peu trop longtemps. C'est qu'à chaque fois que j'avais une idée, en fait, c'était toujours la même. Et j'avais tout le temps la même chose. Et ça a été un gros travail aussi après d'épurer toute cette première partie pour commencer à écrire finalement la deuxième et la troisième où là vraiment ça avançait. Mais quand je suis parti en s'enferme dans la parano. Ouais, mais moi je sais convoquer la paranoïa. Je sais, non, mais je sais la convoquer en même temps. Je sais voilà. Je sais comment fonctionne une logique paranoïaque, même de l'intérieur. Donc c'était presque prendre des chaussons et laisser fonctionner. J'ai entendu ce vilain mot ce matin, Sweetie. Comment disent-ils déjà? Émancipation. Un fort vilain mot. Où vont-ils chercher cela? Émancipation.
si compliqué à entendre, si dur à prononcer. Bien trop long pour nos enfants, Sweetie. 5 syllabes, quelle corvée. 5 syllabes, quelle prétention. Émancipation. D'où proviennent donc de si longs mots? Quel dictionnaire pour quels enfants, pour quel apprentissage? Pas de notre éducation, c'est sûr. Prononcer d'aussi longs mots? Qui donc aujourd'hui pour compter jusqu'à 5? Tu me feras une liste. 4, le maximum. 3, suffisant. 2, préférable. 1, attendrissant. Ne devons-nous pas prémâcher la nourriture des enfants, Sweetie? Ne leur ai-je pas dégluti jusqu'au jus des mots pour les rendre digestibles? Pour qu'ils ne se blessent pas la bouche? Préserver leur léger gazouillis pour qu'ils restent des enfants heureux avec des mots faciles à sucer? Avec des mots innocents qui les tiennent à l'écart de la tristesse adulte. Des mots courts et sans ombre. Élémentaires, Sweetie. Des mots de pleine lumière pour être vus par tous et leur père. Émancipation. Que d'ombre dans un tel mot. 5 syllabes, quelle horreur! 5 dont aucune muette, Sweetie. Ces syllabes devraient toutes être muettes. Émancipation. Quel ennui! Le diable se cache dans la longueur, Sweetie, comme l'agglutinement. Le diable étire les mots pour les rendre obscurs, pour les rendre méchants. Il n'ajoute qu'ombre entre consonnes et voyelles. Il noie l'innocence de l'enfance pour produire la tristesse adulte. Au-delà de 3 syllabes, cela devient trop complexe pour le gazouillis élémentaire des enfants. Pas suffisamment d'air pour s'acheminer jusqu'au bout. Et émancipation, cela les épuise. Émancipation, cela les perd. Alors ils s'énervent. C'est fatal. Ils turbulent. Ont-ils seulement d'autres issues? D'autres choix que vrombir quand le souffle manque pour finir sa course dans l'impasse menaçante de longs mots? Il faut se rendre à l'évidence, Sweetie. Au-delà de 3 syllabes commencent les désagréments. Voilà la vérité. Au-delà de 3 syllabes, tous les mots sont adultes. Nous connaissons bien les enfants. Nous savons qu'ils perdent vite patience. Ces gestes désordonnés lorsqu'ils échouent, la violence de leur gesticulation, ils appellent à l'aide, s'en défendent, mais implorent le retour au calme, la protection maternelle, toujours plus de protection, Sweetie. Par quel mot simple ensuite les reconduire vers nos allées lumineuses? Par quelles syllabes les ramener à l'ordre quand l'ombre aura meurtri leur bouche et pénétré leurs oreilles? L'éducation, Sweetie, la contrainte de l'éducation. Ôter de leur langue ces échardes qui blessent notre amour. Des oursins malveillants agrafés aux papilles de l'enfance. Reste à lisser cette langue, reste à l'aplanir, reste à notre charge d'horticultrice soigneuse d'enlever une à une toutes les épines des mots. Tous ces pièges ombrageux
dans lesquels se niche la désobéissance, Sweetie, terreau de l'insolence et du second degré, restent à aligner leur langue bien en rang, bien en joue pour la soumettre à l'ordre. Une belle langue cadencée, propre et plate, comme un jardin désherbé aux perspectives maîtrisées, claires et symétriques, sans piège ni défaut, où ne surnage grâce à l'éducation que la subtile métrique des odes à notre bienveillance. Sans musique limitrophe et pénétrante, Sweetie, des odes versifiées, comme lorsque plus jeune, il tapissait nos allées de poèmes enthousiastes à la gloire de notre amour, Sweetie, un amour sans émancipation. La métrique pour féliciter, la symétrie pour guide suprême. Quiconque en déroge se noie dans l'agglutinement braillard d'un lexique cacophonique. L'arythmie, notre ennemi. Une ou deux syllabes, point. La clé du bonheur et de la rime joyeuse. L'émancipation, quand même! Faut-il à ce point détester les enfants pour leur glisser de tels oursins dans la bouche? Faut-il à ce point vouloir les enrager, étouffer par le râle et le bourdonnement leur silence prometteur? Il promettait tant, Sweetie. Les enfants sont des promesses avortées. PVC est une émission conçue et réalisée par Marie Reverdy. Mise en son par Bruno Mérian. En collaboration avec Sabine Chevalier, directrice des éditions Espace 34. Les extraits ont été travaillés au plateau par les étudiants de l'ENSAD, sous la direction de David Léon. Nous remercions nos partenaires de l'ENSAD, Gildas Milin, directeur, et Moustapha Twin, régisseur général.